8h37, Jean-Jacques Urvoas, qui est garde des Sceaux et que vous connaissez, est avec nous ce matin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC BFM TV. Est-ce que la justice est laxiste? Non, Comment évidemment non pas. Mais oui, je sais bien que Oui. c'est ce que l'on ressent. Oui. Et si j'utilise C'est ce que l'on dit et c'est ce que l'on entend. Oui. Au-delà du ressenti des policiers. Oui. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont dit. Puisque la semaine dernière, Oui. pendant 2h30, j'ai reçu les syndicats de police, par ailleurs avec lesquels j'avais déjà travaillé dans le passé quand j'étais à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et si j'utilise le terme de ressenti, c'est pas le hasard, parce que je crois effectivement que beaucoup d'entre eux, mais une partie de l'opinion, est convaincue que la justice est laxiste. Ma volonté, c'est de démontrer que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que j'ai proposé aux policiers. Et ce que je leur redirai ce soir, puisque je serai aux côtés du président de la République à l'Élysée. Moi, je suis partisan du fait que l'on regarde très concrètement, parce que il y a les faits, et puis il y a la manière dont on les appréhende. Un policier qui fait très bien son travail, et d'ailleurs il s'est engagé pour ça. Sa vocation, c'est d'interpeller le délinquant. Et lui, il considère que quand il a interpellé le délinquant, c'est fini. Le travail est terminé. Il le remet à la justice et la justice après sanctionne. Sauf que, au partir du moment où le policier remet le délinquant à la justice, un autre travail commence. Celui du contradictoire. Celui où la défense intervient. Et donc, il y a une autre période. Ce qui veut dire, Monsieur Bourdin, juste si vous me permettez, c'est que moi je suis partisan que tout nouveau policier qui occupe une fonction opérationnelle dans un commissariat vienne passer 3 jours dans une juridiction sans participer au délibéré. Vous allez organiser cela? Je propose cela. Et inversement. C'est-à-dire que tous les policiers... Alors attendez, parce que c'est très intéressant. Les policiers vont aller passer 3-4 jours dans un tribunal. Non, je vous propose de le faire parce que je ne dirige pas les policiers. Oui. Donc je propose qu'un policier qui va occuper une fonction opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va être sur le terrain. Sur le terrain, oui. Puisse venir, quand il rentre dans un commissariat de police, dans une territoire où il intervient, qu'il puisse venir découvrir ce que c'est que le métier de juge sans participer au délibéré. Partager le métier du juge pendant 3 jours. Mais pas que seulement. Je propose exactement aussi, comme cela a été proposé hier à Grenoble, parce que je ne parle pas de parti, ça a été présenté hier à Grenoble, que tout nouveau magistrat, qu'il travaille au siège, c'est-à-dire qu'il s'occupe des fonctions de juge des enfants, ou juge de la liberté, ou au parquet, puisse venir passer 3 jours dans un commissariat de police pour faire une tournée de nuit. Ça dépend de vous, vous allez organiser ça? Moi, je propose cela. Je dis que parce que je veux dire, avant de venir, Monsieur Bourdin, j'ai appelé le premier président de la cour d'appel de Grenoble, parce que c'est lui qui a eu l'idée. Il a réuni hier au commissariat de police de Grenoble, en présence du préfet, avec l'accord du préfet, avec le directeur départemental de la sécurité, ils ont reçu les syndicats de police et des représentants de policiers qui avaient l'intention hier de venir manifester devant un palais de justice. Et ils ont discuté de tout, de la légitime défense, de cette question de connaissance réciproque. La proposition leur a paru intéressante. Eh bien, pourquoi nous le ferions qu'à Grenoble? Faisons-le ailleurs. Eh bien, est-ce que les policiers, dites-moi, le président de la République, le Premier ministre, vont vous suivre sur cette proposition? Moi, je pense que ma fonction, c'est de faire des propositions. Vous verrez bien. Je ne crois pas que nous ayons... Vous en avez parlé? Non. Non, pas encore. Non, parce que j'ai vu les policiers, j'ai découvert cette initiative ce matin, je la trouve intéressante. Très bien de nous l'annoncer. Je crois vraiment que la police et la justice ont le même objectif. Protéger la société. Est-ce que les policiers, en se rassemblant hier devant les tribunaux, font pression sur les juges? Je ne sais pas, il faut leur demander, je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà, je trouve atteinte à l'état de droit? Je trouve que c'est une manière d'engager une espèce de procès d'intention et je trouve que ça contribue à faire une espèce de justement de suspicion. Et moi, je suis quelqu'un qui souhaite que les deux forces regardent dans la même direction. Police et gendarmerie, justice de l'autre côté, nous avons tous le même intérêt. Il n'y a pas un magistrat qui ait choisi ce métier avec autre chose que l'envie de servir le bien public. Il n'y a pas un policier ou un gendarme qui soit devenu policier ou gendarme en ayant autre chose que de servir l'intérêt public. Alors, je lis ce qu'ont déclaré plusieurs policiers qui affirment qu'ils sont nargués par des délinquants arrêtés la veille et libérés trop vite. Je lis. J'interpelle un délinquant, flagrant délit. Le lendemain, je dois retourner au service pour une confrontation avec le délinquant qui nie les faits. Cette fois avec son avocat. Je dois confirmer mon procès-verbal devant un officier de police judiciaire. Nos PV sont donc mis en cause. Ils ne suffisent plus. Pourquoi les rédiger? Si je suis en congé, si je n'assiste pas à la confrontation, le délinquant est relâché à la demande du parquet. Lors de la confrontation, les délinquants obtiennent le nom des fonctionnaires de police qui l'ont interpellé. L'autre jour, j'avais mon nom tagué sur un mur de la cité. Témoignage transpirant de sincérité. Oui. Et qui illustre ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'un policier consciencieux,
considère que quand il a fini son travail, il doit y avoir immédiatement une sanction. Simplement, il y a, au moment où il a fini son travail, un deuxième travail qui commence, celui du respect du droit de la défense, celui du contradictoire. Vous savez, juger, moi je ne le suis pas, vous n'êtes pas juge, mais c'est pas un métier facile. Oui, je sais, mais c'est un métier dans lequel on est toujours entre une histoire concrète et un principe abstrait. Mais que dites-vous aux policiers qui retrouvent ce délinquant le lendemain ou 2 jours après dans la rue face à lui? Eh bien, je dis qu'il doit d'abord savoir, parce que je pense qu'il y a ce besoin d'explication et de pédagogie, pourquoi le juge a pris cette décision. Et que donc là aussi, je l'ai proposé au syndicat de policiers jeudi dernier, je propose que nous organisions mieux l'information, que entre le directeur départemental de la sécurité et le chef de juridiction, ils prennent les cas qui ont posé difficulté, et qu'il y ait ce travail d'explication réciproque. Tout réside pour moi souvent dans une méconnaissance du travail de l'autre. La justice des mineurs, les mineurs délinquants, récidivistes, est-ce que vous allez changer les choses ou pas? Là encore, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein. On en parle beaucoup. La justice des mineurs, c'est moins de 8% de la délinquance globale. Donc ce n'est pas 80%, c'est 8%. La délinquance des mineurs, moins de 8%. 7,8% de la délinquance globale. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu 55 700 condamnations de mineurs. La spécificité de la justice des mineurs, c'est que c'est une justice à huis clos. Parce qu'on ne juge pas quelqu'un à 15 ans comme quelqu'un qui a 30 ans. Et donc dans la justice des mineurs, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on protège le mineur. Voilà, c'est ce que dit l'ordonnance d'ailleurs tant mieux, de 1945. Et tant mieux, mais quand on protéger en même temps que punir. Absolument. Eh bien, la philosophie n'a pas changé et elle est pertinente. Pourquoi? Parce que quand on regarde les décisions qui ont été prises, l'écrasante majorité de ces 55 700 condamnations de l'année dernière ne récidiveront pas. Parce que justement la sanction a cette dimension pédagogique. Et puis il y a des cas où il y a des récidivistes. Et donc là il y a des structures, ça s'appelle des centres éducatifs fermés, ça s'appelle même des prisons. Il y a des prisons, on les appelle les établissements pour mineurs et des quartiers mineurs. La différence c'est qu'aujourd'hui les mineurs se sont endurcis. Et notamment les mineurs qui ont 16, 17, 17 ans et qui sont récidivistes. La sanction aussi, il y a 10 ans, il n'existait pas de centre éducatif fermé. Il y a 10 ans, il n'existait pas d'établissement pour mineurs. Il y a aujourd'hui dans les établissements pénitentiaires 1151 places pour les mineurs. Donc vraiment, la sanction est au rendez-vous. Les policiers demandent, certains policiers, pas tous, un assouplissement des règles de la légitime défense. J'entends ça. Vous entendez ça? Oui, j'entends ça. Vous êtes favorable ou pas? Non. Est-ce que la loi suffit aujourd'hui? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Oui. D'abord parce que cette proposition est venue l'année dernière sur la base d'une idée d'un député UMP, Éric Ciotti. Le ministre de l'Intérieur avait à l'époque dit c'est pas inintéressant, faut qu'on discute de ça. Par principe, je suis pas hostile. Regardons. Il y a un travail très long qui a été conduit autour de Bernard Cazeneuve, auquel il avait associé les parlementaires. Vous me permettrez de dire, parce que c'est une vérité, même si c'est une petite vilainie, que le député qui avait suggéré cette évolution n'a pas participé aux travaux. Mais peu importe, le travail a été conduit. Et ça aboutit à une évolution de la loi, dans la loi du 3 juin 2016, qui aujourd'hui permet de permettre à un policier de faire évoluer. C'est la légitime défense, elle se caractérise par quoi? Par la notion d'immédiateté. Eh bien, dans la loi de juin 2016, nous avons détendu le principe d'immédiateté. Et donc aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la loi permet à un policier de se défendre. La légitime défense, c'est pour lui, mais c'est aussi pour quelqu'un d'autre qui est menacé. Jean-Jacques Urvoas, ce matin je recevais sur RMC Farhad Khosrow-Khavar, que vous connaissez, qui est un sociologue qui a fait un livre sur les prisons. C'est même l'un des spécialistes. C'est l'un des spécialistes. Il vient de lire qui fait autorité. Prison de France, qui est un livre remarquable. Mais dans ce livre, alors qu'il n'y a pas de statistiques officielles, parce que la loi l'interdit, évidemment, il avance le taux de 40 à 60% de détenus de confession musulmane en prison. Vous reprenez ces chiffres ou pas? Non, parce que je n'ai évidemment pas les outils. Et surtout, quelle serait la finalité? Quel est l'intérêt de savoir s'il y a des musulmans, des bouddhistes, des juifs, des témoins de Jéhovah? En quoi, dans la fonction qui est celle de l'administration pénitentiaire, ce paramètre est-il utile à garantir à la société que pendant que le temps de la détention est avéré, le détenu est incarcéré? En quoi ça me sert? À rien. À rien. Donc vous n'êtes pas pour un changement de la loi pour savoir... Sur un plan général, dans la société, est-ce qu'il doit y avoir des statistiques de cet acabit? Si j'étais ethnologue ou sociologue, peut-être que j'aurais un avis, mais comme ministre de la Justice, confronté à la gestion de l'administration pénitentiaire, ce paramètre-là ne m'est pas utile. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes en puissance ou des délinquants en puissance, mais ça veut dire peut-être que dans certains quartiers où la population musulmane est importante, d'origine maghrébine,
maghrébine, par exemple, est importante. Il y a des problèmes sociaux des problèmes sociaux ou autres, qui parfois conduisent à la prison. Oui, mais ce que ça veut dire. Dans la détention, ça n'est utile à rien. Ce serait pas intéressant d'avoir Non, dans la détention, ce qui est utile, c'est quelqu'un qui fait le ramadan, il puisse avoir de la nourriture qu'elle y est. Et alors ça, effectivement, il y a aujourd'hui une capacité de s'inscrire pour cela. De la manière que quand vous avez un catholique qui veut faire la prière de la messe. Il y a combien de détenus qui font le ramadan? Je crois que les chiffres, c'est autour de 27 000, je crois, sur les 58 000 détenus. 58 000 places et 68 000 détenus. 68 000 détenus. Je crois que c'est ça. Je ne vous garantis pas, mais c'est de cet ordre-là. Bon. On va parler des prisons, justement, parce que hier, vous avez présenté vos mesures pour essayer de lutter contre la radicalisation, qui est un vrai problème. Vrai problème. Aujourd'hui, combien y a-t-il de détenus radicalisés, mais des radicalisés que l'on pourra qualifier d'extrêmes? Alors, combien sont-ils en France, dans les prisons? Il y a, en ce moment, je vais vous donner le chiffre d'aujourd'hui, parce que c'est pas le chiffre d'hier, parce qu'évidemment ça change tous les jours, puisqu'il y a des incarcérations. Il y a 351 détenus qui ont une incrimination d'association de malfaiteurs à but terroriste. Donc ceux-là, ce sont les plus radicaux. Ceux-là, ce sont les plus déterminés. Bon, vous allez les regrouper dans des quartiers. On est bien d'accord. Alors, je vais faire beaucoup de choses. Allez-y, je vais faire beaucoup de choses. Parce que vous avez changé de politique. Oui, là. Nous avons changé de politique parce que nous avons tiré les leçons. L'autre ne marchait pas. Non, parce que nous avons tiré les leçons. Oui. Parce que quand vous lancez une expérience, vous avez très justement dit que c'était quelque chose de nouveau. Quand on est confronté à ce défi, c'est-à-dire à l'intérieur des établissements pénitentiaires, un mouvement de radicalisation et donc de détermination. Bon, comment vous gérez ça? Quand ils sont 50, c'est facile. Quand ils sont 300, c'est compliqué. Mais vous m'avez demandé les terroristes, mais je dois vous dire, pour être tout à fait précis, qu'il y a aussi des détenus de droit commun qui ont été incarcérés pour d'autres sujets, qui se sont radicalisés en prison. Et cela, aujourd'hui, nous les avons identifiés. Donc 351 dangereux. Association de malfaiteurs à but terroriste, dont le juge a estimé qu'il y avait une potentialité de dangerosité. Détenus radicalisés, à l'extérieur ou en détention, 1336. 1336. 1336. Et ça augmente. Et ça augmente. Par esprit de comparaison, les associations de malfaiteurs à but terroriste, en 2014, il y en avait 90. Les radicalisés, l'année dernière, à la même date, nous en avions 700. Nous en avons aujourd'hui 1300. Parce qu'il y a des incarcérations supplémentaires. Bon. Donc moi, je suis confronté à ce défi. Il y a 1 an, 9 mois plus exactement, la décision avait été prise de créer des unités de regroupement dans 5 établissements, à Fresnes, à Fleury, à Osny, à Lille. Nous avons laissé faire cette expérimentation et je l'ai soutenue parce que je la croyais à la fois courageuse et intelligente. Comment faire? Parce que en réalité, on se demande toujours si on a le choix entre 2 mauvaises solutions. Ou on regroupe et on craint l'effet de concentration, où on disperse et on craint l'effet de contagion d'une difficulté. Bon. Pendant 9 mois, on a regardé qu'est-ce qu'on a fait. Et maintenant, je prends des décisions qui vaut pour la totalité de la réponse. Regardons, les plus radicalisés... Première chose, essentielle, évaluer. Évaluer. Parce que justement, vous me dites, celui-ci est dangereux. Mais moi, je ne le sais pas. Donc, nous créons 6 structures d'évaluation de la radicalisation. De la violence. De la violence. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que déradicaliser. Je sais comment on peut essayer de sortir quelqu'un de la violence. Alors, 6 structures. 6 structures, 100 places, 4 mois. Chaque détenu suspecté de la radicalisation passera 4 mois dans ces centres pendant lesquels nous évaluerons. Parce que 4 mois, c'est ce qui nous paraît le bon temps. Avec des sociologues... C'est la radicalisation la moins construite, en quelque sorte. C'est ce qui nous permet de soupçonner et surtout de détecter s'il n'y a pas une dissimulation. Parce que vous pouvez avoir un garçon qui est parfaitement charmant et qui en fait est endurci. 4 mois. Une fois qu'on a cette évaluation, orientation. Les détenus les plus difficiles, les plus durs, les plus prosélytes, les plus violents, nous allons créer 300 places dans lesquels ils seront incarcérés dans un régime de sécurité des quartiers très sécurisés. Dans un quartier que nous appelons des quartiers de la radicalisation violente, dans les maisons centrales. Dans les maisons centrales. Dans les maisons centrales, parce que dans partout les maisons dans les maisons, dans toutes les maisons centrales. Non, dans quelques maisons centrales, 5 ou 6, nous allons voir, parce que la question de l'architecture est essentielle. Il nous faut des lieux bien identifiés, avec une culture professionnelle, et je rends hommage au personnel qui travaille dans ces établissements. Ils ont une culture professionnelle, celle de la sécurité, avec le respect de la dignité. Ils seront isolés du reste des détenus? Ils seront seuls dans leurs cellules. Seuls dans leurs cellules? Pas isolés totalement. C'est-à-dire que nous avons exactement expérimenté cela dans le centre de Lille-à-Neulin, où il y a des détenus radicalisés, difficiles, dans une unité dédiée. Quand ils sont en promenade, ils ne sont pas plus de 3.
Mais je veux pas qu'il soit seul non plus. Parce que, à un moment donné, l'ensauvagement peut venir du traitement qu'on donne. Vous avez quelqu'un qui est difficile, s'il est totalement déterminé, il ira à l'affrontement. Bon, c'est pas le but. Jean-Marie Delarue, qui était le contrôleur des prisons, disait si vous traitez les hommes comme des animaux, ils finiront comme des bêtes sauvages. Donc, les plus durs, dans 300 établissements. Les moins durs, nous créons dans 27 établissements, autour de 400 à 500 places, dans lesquelles nous mettrons un régime de sécurité qui sera supérieur à ce qu'est la détention aujourd'hui. Et nous avons listé. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore totalement enquistés dans une radicalisation et dont nous pensons que nous pouvons les sortir du processus, ils resteront dans les établissements de la détention. Ils resteront dans les établissements. Bon, les constructions de places de prison, rappelez-nous les chiffres, parce que nous les amorçons. Ça prend 10 ans. Nous les amorçons. Oui. En ce moment, les amorcez en 2016, quoi. On amorce en 2016 la recherche foncière. En ce moment... Vous auriez pu amorcer ça en 2012, cela dit. Mais pour le moment, on le fait. Bon, d'accord. Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Ça a été... Nous avons financé, 8000 places. Ça a été fait, oui. Non, on a des financé... places qui avaient déjà été prévues sous le quinquennat précédent. Bien sûr. Et le quinquennat précédent et d'avant nous dit, moi j'ai construit des places de prison. Non, des places de prison qui avaient été préparées sous le quinquennat ou le septennat précédent. Tout ça est vrai. Oui. Et l'année prochaine, en 2017, je vais inaugurer une prison qui a été décidée par Dominique Perben en 2002. En 2002. 2002. Bon. 2017, donc, 15 ans. Mon sujet, c'est de faire en sorte que, avant l'élection présidentielle, droite et gauche, Assemblée nationale et Sénat, disent ce sujet-là, c'est pas un sujet de dispute. Donc, on est bien en ce moment, les préfets ont des consignes pour, avant le 16 décembre, nous trouver dans un certain nombre de départements bien identifiés 15 hectares pour construire les prisons. Et plus... Combien de prisons? 33. 33. 32 maisons d'arrêt, un centre de détention. Et je le dis à votre micro, si les terrains sont gratuits, c'est-à-dire si les collectivités nous les donnent, nous irons évidemment beaucoup plus vite que si nous devons avoir des procédures contentieuses d'achat des terrains. Bien, j'ai une dernière question politique. Est-ce que Manuel Valls, vous êtes proche de Manuel Valls, est le meilleur candidat de la gauche pour 2017 ? Écoutez, je vais vous dire. Allez-y. Quand vous m'avez invité à votre micro, je suis venu et je me suis dit à un moment, je vais avoir cette question-là. À la fin, c'est la dernière. Mais c'est pas la question à laquelle j'ai envie de répondre. Ça, vous n'allez pas être content. Mais non, parce que honnêtement, vu c'est pas ce important. que oui, mais ça approche la présidentielle. Si, c'est important. Oui. Mais vu ce qui est mon quotidien. Oui. Vous savez, je me lève tous les matins en me disant, depuis que je suis garde des Sceaux, j'ai actionné 6 fois la cellule de crise de la direction de l'administration pénitentiaire. 6 fois. J'ai eu faire face à une agression vocation terroriste à Oni. Je pense à ce surveillant. Je me lève tous les matins en me disant qu'aujourd'hui, je vais avoir un autre problème. Je me couche tous les soirs en me disant cette nuit, on va me rayer. Mon travail, c'est de protéger. Protéger la détention, les autres prisonniers, parce que le droit à la sécurité, c'est aussi en prison. Et donc, l'importance de l'élection présidentielle, je ne la nie pas. Mais à chaque chose en son temps. Alors, j'ai une autre question corollaire. Est-ce que vous avez demandé des explications au président de la République après ses propos tenus sur les magistrats? Franchement. Est-ce que vous êtes allé le voir pour lui dire... Mais non, quoi, c'est pas le rôle du garde des Sceaux qui appartient à un gouvernement qui a été nommé par le président. Vos magistrats, mais j'imagine, vous les défendez. Non, vous défendez l'institution de la justice. Constitutionnellement, c'est le président de la République qui le fait, c'est l'article 64 de la Constitution. Ça vous a choqué? Il est garant. Je trouve que c'était... dommage, parce que personne ne peut dire que le bilan de François Hollande n'est pas un moment de renforcement de l'indépendance. Et les magistrats le reconnaissent. Et donc, cette espèce de brouillage par ce livre était quelque chose qui les était... confidences, c'est pas le livre. Oui, mais les confidences du président de la République. C'était regrettable. C'était regrettable. Et quand j'ai reçu les représentants des magistrats, je leur ai remis la lettre du président de la République. Nous avons eu une discussion. Moi, je souhaite maintenant que nous puissions garder ce travail avec eux pour renforcer l'indépendance de la justice, parce que la justice, ça sert tout le monde. 8h56, merci Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux. Notre invité ce matin, RMC BFM TV.